Une nouvelle de Frédéric Brown, Galerie de glace. L'espace d'un instant, vous vous dites que vous venez de devenir aveugle, quand ce noir soudain surgit au milieu d'un après-midi ensoleillé. Ce ne peut être autre chose, vous dites-vous. Le soleil qui vous bronzait a-t-il pu s'éteindre d'un seul coup pour vous laisser dans cette obscurité totale? Mais à ce moment-là, l'ensemble de vos sens vous apprend que vous êtes debout, alors qu'à l'instant même vous étiez assis, à moitié couché même, dans une chaise de repos. Vous étiez dans le patio de la maison d'un ami à Beverly Hills. Vous parliez avec Barbara, votre fiancée. Vous regardiez Barbara. Barbara dans son maillot de bain, dont la peau était si belle, dorée sous le beau soleil. Vous étiez en caleçon de bain, ce caleçon, vous ne le sentez plus sur vous. La légère pression de la ceinture élastique ne vous maintient plus. Vous portez vos mains à vos hanches. Vous êtes tout nu et debout. Ce qui vous est arrivé est plus qu'une obscurité ou une cécité soudaine. Vous levez les bras, tâtonnant devant vous. Vos mains touchent une surface lisse, un mur. Vous écartez les bras, et au bout de chaque main, il y a un coin de mur. Vous tournez lentement sur vous-même, un deuxième mur, puis un troisième, puis une porte. Vous êtes dans un placard d'environ 1,20 m au carré. À tâtons, votre main trouve une poignée de porte. La poignée de porte tourne, vous poussez, la porte s'ouvre. Il y a de la lumière maintenant. La porte s'est ouverte sur une pièce éclairée, une pièce que vous n'avez jamais vue de votre vie entière. La pièce n'est pas grande, mais agréablement agencée et meublée, encore que le style des meubles vous soit parfaitement inconnu. Par pudeur, vous poussez très lentement la porte, mais il n'y a personne dans la pièce. Vous y pénétrez, puis vous vous retournez pour examiner le placard dont vous venez de sortir, qui est maintenant éclairé par la pièce. Le placard est un placard, sans en être un. Il en a la forme et les dimensions, mais il ne comporte ni un crochet, ni une tringle à vêtements, ni une étagère. C'est un espace vide, aux murs lisses, d'1,20 m au carré. Vous fermez la porte du placard et passez à l'examen de la pièce. Elle mesure environ 4 mètres sur un peu plus de 5. Il y a une porte mais fermée. Il n'y a pas de fenêtre. 5 meubles. Vous reconnaissez plus ou moins l'usage de 4 d'entre eux. Il y a une sorte de table de travail très fonctionnelle. Le fauteuil est un fauteuil et il a l'air très confortable. Il y a une table, curieuse, en cela que son dessus est à plusieurs niveaux, au lieu d'être plat. Il y a un lit ou un canapé. Sur ce canapé-lit, quelque chose miroite et vous vous approchez pour voir ce que c'est. C'est un vêtement. Comme vous étiez nu, vous passez le vêtement. Il y a des pantoufles à moitié cachées sous le canapé-lit et vous y glissez vos pieds nus. Elles sont à votre pointure douces et chaudes, plus que toute pantoufle que vous ayez jamais eue aux pieds. Comme de la laine d'agneau, mais plus doux. Vous êtes donc habillé. Vous regardez la porte, la seule porte de la pièce, en plus de celle du placard, par lequel vous êtes arrivé. Vous vous approchez de la porte, et avant d'avoir touché le bouton, vous apercevez une petite note dactylographiée collée juste au-dessus. Cette porte comporte une serrure à minuterie, qui s'ouvrira dans 1 heure. Pour des raisons que vous ne tarderez pas à comprendre, il vaut mieux ne pas quitter la pièce avant. Il y a une lettre pour vous, sur le bureau. Veuillez la lire. La note n'est pas signée. Vous regardez le bureau et apercevez une enveloppe. Vous n'allez pas tout de suite prendre l'enveloppe pour lire la lettre qui doit se trouver dedans. Pourquoi? Parce que vous avez peur. Vous remarquez de nouveaux détails dans la pièce. L'éclairage n'a aucune source apparente. Il vient exactement de nulle part. Ce n'est pas un éclairage indirect. Ni le plafond, ni les murs n'en réfléchissent la moindre parcelle. Il n'y avait pas d'éclairage comme ça, là d'où vous venez.
Que voulez-vous dire au juste par là d'où vous venez? Vous fermez les yeux, vous vous confirmez des faits. Je suis Norman Hastings, je suis professeur adjoint de mathématiques à l'Université de Californie du Sud. J'ai 25 ans et je suis en 1954. Vous rouvrez les yeux et regardez à nouveau. Ce style de meuble est inconnu à Los Angeles et dans tout autre pays que vous connaissez en 1954. Cet objet dans le coin, vous n'arrivez même pas à deviner à quoi il peut servir. C'est pour vous ce qu'aurait été, pour votre grand-père adolescent, un poste de télévision. Vous regardez le vêtement miroitant que vous aviez trouvé, vous attendant. Entre le pouce et l'index, vous en tâtez la texture. Vous n'avez jamais rien touché de pareil. Je suis Norman Hastings, nous sommes en 1954. Et d'un seul coup, vous voulez savoir, et tout de suite, vous allez vers le bureau, vous prenez l'enveloppe. Sur l'enveloppe, votre nom est tapé à la machine, Norman Hastings. Vos mains tremblent un peu en déchirant l'enveloppe. Le leur reprocherez-vous? Il y a là plusieurs feuillets dactylographiés. Cher Norman. Lisez-vous à la première ligne. Vous cherchez vite la signature. À la fin, il n'y a pas de signature. Vous revenez à la première ligne et vous commencez à lire. N'aie pas peur. Il n'y a rien à craindre, mais beaucoup à expliquer. Tu as beaucoup à comprendre avant que la serrure à minuterie ait ouvert la porte. Beaucoup à accepter sans discuter. Tu as déjà compris que tu es dans l'avenir, dans ce qui te semble être l'avenir. Ton vêtement et l'ensemble de la pièce ont déjà dû te renseigner. J'ai tout agencé pour amortir le choc, pour que tu comprennes peu à peu, plutôt que de tout découvrir d'un seul coup en lisant ceci, et sans doute en te refusant à croire à ce que tu lis. Le placard duquel tu viens de sortir est, comme tu l'as maintenant compris, une machine à traverser le temps. Tu viens d'en émerger dans le monde de l'an 2004. Nous sommes le 7 avril, 50 ans juste après ton dernier souvenir. Tout retour en arrière est exclu. C'est moi qui t'ai fait ça. Et tu m'en voudras peut-être, je n'en sais rien. C'est à toi d'en décider. De toute façon, cela importe peu. Ce qui est important, et pas pour toi seul, c'est la décision que tu dois prendre. Je ne peux pas la prendre pour toi. Qui est celui qui t'écrit? Je préfère ne pas le dire encore. Quand tu auras fini ta lecture, bien que cette lettre ne soit pas signée, j'ai prévu que tu chercherais la signature avant de lire. Je n'aurai pas à te préciser qui je suis, tu auras compris. J'ai 75 ans. J'en suis en 7 ans 2004 à ma 30e année d'études sur le temps. Je viens d'achever la première machine à traverser le temps qui ait jamais été construite et jusqu'ici, toutes les données qui m'ont permis de la construire ont été un secret, de même que la construction proprement dite. Tu viens de prendre part à la première expérience importante. Ce sera à toi de décider s'il faudra poursuivre les expériences, si le secret de la machine doit être livré au monde ou si la machine doit être détruite avec son secret. Ainsi s'achève la première page de la lettre. Vous levez les yeux, vous hésitez à passer à la page suivante. Vous commencez déjà à deviner la suite, puis vous tournez la page. J'ai construit la première machine à traverser le temps il y a 8 jours. D'après mes calculs, elle doit fonctionner, mais je ne peux pas savoir ce que cela donnera. Ma machine ne va que dans le passé. Elle ne peut pas explorer l'avenir. J'avais donc pensé envoyer dans le passé un objet qui y serait parvenu intact et inchangé. Dès ma première expérience, j'ai compris mon erreur. J'avais placé dans la machine un cube de métal. La machine était une réduction de celle dont tu viens de sortir et réglé le mécanisme pour un retour à 10 ans en arrière. J'appuyai sur le bouton et ouvris le récipient, m'attendant à ne plus y trouver le cube, mais j'y trouvais des débris informes. Je mis un autre cube et réglai le mécanisme pour un retour à 2 ans en arrière. Le cube apparut intact, mais plus neuf, plus brillant. Du coup, je compris mon erreur de raisonnement. Je pensais que mes cubes iraient vers le passé. C'est bien ce qui s'était produit, mais pas dans le sens que je prévoyais.
Ces cubes de métal avaient été fabriqués environ 3 ans auparavant. J'avais envoyé mon premier cube dans un passé où il n'existait pas encore en tant que cube. 10 ans auparavant, il avait été minerai. La machine l'avait ramené à l'état de minerai. Tu comprends maintenant en quoi nos théories sur la traversée du temps étaient fausses. Nous pensions pouvoir entrer dans une machine à temps en l'an 2004 par exemple, la régler à 50 ans de retour en arrière et en sortir en 1954. Mais rien de tel ne se produit. La machine ne se déplace pas dans le temps, seul son contenu est soumis au déplacement dans le temps et uniquement par rapport à lui-même, sans interaction aucune avec le reste de l'univers. J'ai eu confirmation de cela avec des cobayes. Un cobaye de 6 semaines renvoyé 5 semaines dans le passé est sorti de la machine vieux de 8 jours. Quand tu voudras connaître le détail de mes expériences, tu le trouveras dans les tiroirs du bureau et tu pourras les étudier tout à loisir. Tu comprends ce qui est arrivé, Norman? Vous commencez effectivement à comprendre et du coup, vous voilà en âge. Le je qui vous a écrit cette lettre et qui vous tutoie, c'est vous-même. Vous-même à l'âge de 75 ans, en l'an 2004. Vous êtes cet homme de 75 ans dans un corps revenu à ce qu'il était 50 ans auparavant, tout souvenir de 50 ans de vie effacé. C'est vous qui aviez inventé la machine à traverser le temps. Et avant de l'expérimenter sur vous-même, vous aviez pris toutes ces dispositions pour vous aider à vous y retrouver. Vous vous étiez écrit la lettre que vous lisez en ce moment. Mais si ces 50 années sont pour vous effacées, qu'en est-il de vos amis, des êtres qui vous étaient chers, et vos parents, et la jeune fille que vous êtes sur le point, que vous étiez sur le point d'épouser? Vous reprenez votre lecture. Oui, tu voudras savoir ce qui s'est passé. Maman est morte en 1963, papa en 1968. Tu as épousé Barbara en 1956. Je suis navré de t'apprendre qu'elle est morte à peine 3 ans après dans un accident d'avion. Tu as un fils, il vit toujours, il s'appelle Walter. Il a 46 ans et il est comptable à Kansas City. Des larmes vous viennent aux yeux, vous empêchent de poursuivre votre lecture. Barbara morte depuis 45 ans déjà. Alors qu'il y a quelques minutes, en temps subjectif, vous étiez assis à côté d'elle sous le beau soleil de Beverly Hills. Vous vous obligez à continuer à lire. Revenons-en aux données de la découverte. Tu commences à en apercevoir certaines conséquences. Il te faudra du temps pour en faire le tour. Ma machine ne permet pas les voyages à travers le temps tels que nous les imaginions, mais elle assure une sorte d'immortalité, une immortalité comme celle que je viens de nous donner. Est-ce un bien? Est-ce une opération rentable de perdre le souvenir de 50 ans de sa propre vie pour retrouver un corps relativement jeune? Le seul moyen de le savoir est d'en faire l'expérience. Ce que je vais faire aussitôt que j'aurai terminé cette lettre à moi-même et les autres préparatifs indispensables. La réponse, c'est toi qui la connaîtras. Mais avant de prendre une décision, rappelle-toi qu'il y a un autre problème plus important que le problème psychologique, le problème de la surpopulation. Si notre découverte est livrée au monde, si tous ceux qui sont vieux ou mourants peuvent redevenir jeunes, la population doublera presque à chaque génération. Et les hommes, même en ce siècle relativement intelligent, ne sont pas prêts à accepter un contrôle des naissances obligatoires pour résoudre le problème ainsi posé. Si l'on donne cette découverte au monde tel qu'il est aujourd'hui, en 2004, d'ici une génération, ce sera la famine, la misère et la guerre. Toute civilisation risque de s'effondrer. Oui, nous avons atteint les autres planètes, mais elles ne conviennent pas à une colonisation. La solution est peut-être dans les étoiles, mais nous sommes encore loin de pouvoir les atteindre. Quand cela sera fait un jour, les milliards de planètes habitables qui doivent exister dans la galaxie pourront sans doute assurer l'espace vital indispensable, mais en attendant, détruire la machine? Avant de t'y décider, songe aux innombrables vies
qu'elle peut sauver, aux souffrances qu'elle peut faire disparaître. Pense à ce qu'elle représenterait pour un homme en train de mourir d'un cancer. Réfléchis. Vous réfléchissez. Vous avez achevé la lecture de la lettre, vous l'avez reposée sur le bureau. Vous songez à Barbara morte depuis 45 ans. Vous songez aux 3 années que vous avez passées avec elle. Et ces 3 années sont à jamais perdues pour vous. 5 années de votre vie sont perdues. Vous maudissez le vieillard de 75 ans que vous êtes devenu et qui vous a joué ce tour, qui vous a laissé la décision à prendre. La décision amère, vous savez ce qu'elle doit être. Vous vous dites que lui aussi le savait et vous vous rendez compte qu'il ne risquait rien en vous en laissant la responsabilité. Que le diable l'emporte. Il aurait dû savoir. Trop précieuse pour qu'on la détruise, trop dangereuse pour qu'on la livre. La solution est évidente, vous n'avez pas le choix. Vous devez vous instaurer gardien de la découverte et en préserver le secret jusqu'au moment où elle pourra être livrée à l'humanité, jusqu'au moment où l'homme pourra atteindre les étoiles et disposera de mondes nouveaux à peupler. Peut-être pourrez-vous la livrer avant, si l'homme atteint un stade de civilisation où il sera capable d'éviter la surpopulation réduisant le nombre des naissances à celui des morts accidentelles ou volontaires. Si ni l'un ni l'autre stade n'est atteint d'ici 50 ans, et 50 ans c'est court, quand vous serez revenu à l'âge de 75 ans, vous écrirez une nouvelle lettre similaire à celle que vous venez de lire. Vous subirez à nouveau ce que vous venez de subir, et vous reprendrez une décision, la même, bien sûr. Pourquoi pas? Vous serez à nouveau le même homme, et vous recommencerez encore et encore jusqu'au moment où l'homme sera mûr pour connaître votre secret. Combien de fois encore vous installerez-vous devant un bureau comme celui-ci à ruminer les pensées que vous ruminez en ce moment, à vous sentir atrocement triste, comme en ce moment? Voilà le déclic qui se fait entendre à la porte. Vous savez que la serrure à minuterie vient de s'ouvrir et que vous pouvez sortir de la pièce dès que vous le voudrez pour recommencer une nouvelle vie qui remplacera la vie que vous avez déjà vécue et perdue. Mais vous n'êtes pas pressé du tout de passer la porte. Vous restez assis là, les yeux dans le vague, et votre imagination est en train d'installer un miroir devant vous et un autre juste derrière, comme chez les coiffeurs de jadis. Chaque miroir réfléchissant l'autre à l'infini, répétant à l'infini la même image toujours plus petite et plus lointaine. Galerie de glace, c'est une nouvelle de Frédéric Braun, extraite du recueil Lune de miel en enfer, publié aux éditions Folio SF. Narration, réalisation sonore et musique, Eric Hansen.